Dans l'actualité ce soir, les premières heures du futur président Barack Obama. Il a commencé à former son équipe et à recevoir les rapports de la CIA. Nous verrons quels sont les noms avancés. Nous évoquerons la personnalité de la nouvelle première dame. Et puis un témoignage exceptionnel, celui d'un ancien collègue de faculté à Chicago, le professeur Bernard Harcourt. Il est français, il sera avec nous en direct. Le verdict a doué après la mort du petit Marc. Son beau-père qui l'avait martyrisé est condamné à la perpétuité. Sa mère qui avait laissé faire à 30 ans de prison. L'heure de vérité au Parti socialiste. Les 230 000 adhérents ont commencé à voter pour départager les 6 motions. Résultat attendu dans la nuit. La crise économique. Le gouvernement révise encore à la baisse la croissance pour l'an prochain. Elle sera comprise entre 0,2 et 0,5% seulement. Enfin, il n'y a pas de petits profits. Air France instaure une taxe confort. Les places qui permettent d'allonger les jambes sont désormais facturées 50 € de plus pour les passagers. Bonsoir et bienvenue à tous. Sitôt élu, sitôt au travail. Barack Obama n'est pas encore officiellement investi. Ce sera dans 2 mois et demi, mais il a déjà commencé à préparer son mandat. Première conférence de presse demain, première réunion de travail avec George Bush lundi. Barack Obama qui est en train de constituer son équipe. À Washington, Alain Chalvron, Pauline Bensassi. Image furtive de Barack Obama pénétrant dans une de ces 4x4 noirs blindés aux vitres fumées qui sillonnent désormais Chicago de jour comme de nuit. Le quartier du président élu est bouclé par la police. Sa maison est une sorte de maison blanche bis depuis ce matin. Et les 4x4 noirs y déposent de mystérieux visiteurs à l'abri des regards indiscrets. Il y en a un qui viendra tous les matins dépotrominer, faire au futur commandant en chef le même briefing des services de renseignement que celui que reçoit George Bush. Il verra non seulement les menaces, mais aussi les réponses possibles, et ça lui permettra d'envisager des décisions et de définir sa politique. Lors de son discours de mardi soir, Barack Obama, pour la première fois, a été protégé par une cage de verre à l'épreuve des balles. Cette période de transition est considérée comme particulièrement sensible, non seulement pour la sécurité de l'élu, mais pour celle du pays. Ceux qui nous veulent du mal ont bien sûr réalisé que nous sommes dans une période où notre politique est en cours de réajustement. Ils ont bien compris cela. Même anxiété exprimée par George Bush ce matin. Nous sommes en guerre avec des extrémistes violents qui sont déterminés à nous attaquer et qui ne voudraient rien de mieux que de profiter de cette période de changement pour frapper le peuple américain. George Bush qui avait réuni l'ensemble de ses collaborateurs dans les jardins de la Maison Blanche pour ce qui ressemblait déjà à un discours d'adieu, avec même son moment d'émotion. Décidément, c'est bien une page qui se tourne. Bonsoir Alain Chalvron, on vous retrouve en direct à Washington. Comment va se passer la transition? Barack Obama est-il d'ores et déjà associé aux décisions? Oui, écoutez, George Bush tout à l'heure a demandé à tous ses collaborateurs de faire en sorte que cette transition soit la plus douce possible et lui-même rencontrera Barack Obama dès la semaine prochaine. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des centaines d'Obama Boys vont débarquer ici à Washington et s'installer dans tous les ministères, toutes les agences fédérales comme la CIA, le FBI, etc. et à la Maison Blanche même pour être mis au courant. Naturellement, ils vont avoir exactement les mêmes privilèges, le même accès aux informations les plus sensibles que les collaborateurs actuels. Donc, premier objectif, se mettre au courant. Et deuxième objectif, et ça n'est pas le moindre, préparer les nominations aux 3000 postes dits politiques de l'administration. Alain, Barack Obama sera-t-il présent au G20, le sommet sur le système financier international qui aura lieu le 15 novembre à Washington? La décision n'est pas encore prise, mais c'est peu probable. Barack Obama et George Bush en parleront certainement lorsqu'ils se rencontreront la semaine prochaine. Et il y aura certainement des collaborateurs de Barack Obama dans la délégation américaine. Mais lui-même viendrait-il? Ce serait sans précédent. Et ça mettrait le président Bush en porte-à-faux parce que la Constitution est très claire. Jusqu'au 20 janvier, c'est le président actuel qui est aux manettes et lui seul. Merci Alain. On va évoquer les dossiers qui attendent Barack Obama dans un instant. Mais d'abord, un mot sur cette nouvelle vie qui s'annonce à la Maison Blanche. La presse américaine se passionne pour la famille présidentielle et en particulier pour la nouvelle First Lady, Michelle Obama, 44 ans, à qui l'on prête une grande influence. Dorothée Oliéric. À l'heure où son époux devient le premier président noir des États-Unis, Michelle Obama, 44 ans, devient elle la première First Lady noire de toute l'histoire américaine. Élégante, intelligente, belle, on la compare très vite à Jackie Kennedy.
Mais Michelle Obama est aussi caustique et au début de la campagne électorale, pas toujours politiquement correcte, jusqu'à la gaffe. Je vais vous dire quelque chose. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment fière de mon pays. Michelle Obama est aux côtés de son mari en 2007 quand il se lance officiellement dans l'aventure présidentielle. Femme de caractère, elle a émis 2 conditions pour le soutenir, qu'il continue, s'il est élu, à s'occuper avec elle de l'éducation de leurs 2 filles. Deuxième exigence, qu'il arrête de fumer. Michelle Obama devient ensuite, au fil de ses apparitions, une épouse de candidat absolument modèle et elle charme les foules. Je sais au plus profond de mon cœur, sans aucune hésitation, que mon mari sera un président extraordinaire. Michelle, née Robinson, a grandi dans le quartier noir de la banlieue sud de Chicago. La petite fille évolue dans un milieu modeste, mais sa famille est très unie et elle devient une étudiante forte et brillante. Après Princeton puis Harvard, elle intègre un cabinet d'avocats. Là, elle prend en charge un stagiaire de 2 ans, son aîné, du nom de Barack Obama. Un soir de l'été 89, le soupirant, à force de persuasion, l'emmène au cinéma voir un film de Spike Lee. Leur destin est scellé, ils se marieront, puis auront 2 enfants. 16 ans après leur rencontre, c'est le tout nouveau président des États-Unis qui rend hommage à sa femme. Elle est le ciment de notre famille, l'amour de ma vie. La future première dame des États-Unis, Michelle Obama. Et regardez le titre de l'International Herald Tribune aujourd'hui, Big Victory, Bigger Challenges, grande victoire, mais défi encore plus grand. Pour les analystes, Barack Obama est le président qui aura la tâche la plus rude depuis Roosevelt en 1932. Quels sont précisément ces défis? Réponse avec Amaury Guibert. La mise en scène fut parfaite la nuit, inoubliable, mais Barack Obama le sait, le retour à la réalité présidentielle sera brutal. Il y aura des déceptions car les attentes sont si grandes, personne ne peut y répondre. Je crois que le principal problème actuellement, c'est l'économie. Et c'est un travail de titan qui attend Barack Obama. Expulsion, chômage en hausse, pauvreté, il faut aussi réguler et rassurer les marchés. Les États-Unis sont aujourd'hui un pays en faillite. Le nouveau président veut pourtant réduire les impôts pour 95% des Américains. Il veut aussi un moratoire sur les saisies immobilières. Des mesures estimées à 360 milliards de dollars, généreux, mais peut-être un peu trop. Ce qui est certain, c'est qu'il est condamné à décevoir. Pourquoi? Parce que quand vous faites un programme électoral, vous donnez la liste de ce que vous voulez faire. Maintenant, il doit fixer les priorités. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qu'il a annoncées qu'il ne pourra déployer en raison de ses moyens financiers qu'autour de 2-3 ans. Et comme il l'a dit dans son discours, par exemple la réforme du système de santé. Le président élu veut répondre à cette autre préoccupation des Américains. 45 millions d'entre eux n'ont pas d'assurance maladie. Ils ne veulent plus vivre dans un pays en mauvaise santé. Barack Obama veut donc une couverture santé universelle, obligatoire pour les enfants. Coût estimé de ce programme, 110 milliards de dollars. L'addition gonfle alors que l'Amérique dépense déjà beaucoup pour ses soldats. Le budget de la défense est en hausse constante depuis 11 ans. C'est la réalité d'un pays en guerre. Laissez-moi être clair, il n'y a aucune solution militaire en Irak. Pas de solution en Irak, d'où un retrait des troupes d'ici 16 mois, mais des renforts seront aussi envoyés en Afghanistan. La poursuite de la politique de George Bush, pourrait-on croire. En fait, Barack Obama a pris soin de préciser que lui entendait terminer le combat contre Al-Qaïda et arrêter Oussama Ben Laden. En attendant, on le disait, la première tâche de Barack Obama est de constituer son équipe. Il a déjà nommé son chef de cabinet. Beaucoup d'autres noms, souvent prestigieux d'ailleurs, circulent, dont certains du Parti républicain. Alors qui sont et qui seront les hommes du président? Arnaud Boutet. Jamais Internet n'avait joué un tel rôle. Grâce à la toile, Barack Obama a pu toucher puis convaincre des millions d'électeurs en quelques clics et en grande partie grâce à ce jeune blond de 25 ans. Si vous cliquez sur Nevada, on peut savoir qui nous soutient. Chris Hughes est l'un des fondateurs du site Facebook. Et pour Obama, il a appliqué la même recette, rassembler des personnes proches ou inconnues
pour promouvoir le candidat. Le principe, c'est que je connais tout le monde, ce sont mes amis. J'ai été à l'école avec eux. On a décidé de créer un outil pour organiser tout le réseau, plutôt que de passer du bon temps sur la toile. Ils sont aussi les artisans de la victoire. David Axelrod, son directeur de campagne, et Jon Favreau, la plume du candidat. Alors qu'il rejoindra le président à Washington, seule certitude, Rahm Emanuel devient le futur secrétaire général de la Maison-Blanche. C'est un ancien conseiller de Bill Clinton, un homme d'expérience, un élu de Chicago lui aussi. John Kerry, il fut candidat malheureux en 2004. Il pourrait décrocher les affaires étrangères. Et puis il y a son ami Al Gore. Le nom du prix Nobel de la paix circule, ainsi que celui de Colin Powell, l'ancien chef de la diplomatie de George Bush. Quelle équipe dirigera les États-Unis? Réponse dans quelques jours. Et pour en savoir plus sur la personnalité de Barack Obama, un témoignage maintenant, celui d'un ancien collègue, professeur à l'université de Chicago. Bonsoir Bernard Harcourt, vous êtes français et américain, vous avez la double nationalité, enseignant en droit pénal et en sociologie, enseignant là-bas donc depuis près de 6 ans, et vous avez connu Barack Obama, qui a enseigné lui aussi. Quel souvenir personnel gardez-vous de lui ? Oh, vous savez, c'est un souvenir de quelqu'un qui était d'une professionnalité extrême. Quelqu'un que j'ai rencontré, bien sûr, à la faculté, à l'université de Chicago, et qui enseignait pendant qu'il était en même temps sénateur régional, donc dans l'État de l'Illinois. Il venait donner des cours. Moi, j'étais professeur, et donc nous nous sommes rencontrés. C'est quelqu'un qui était vraiment dédié à ses étudiants et très professionnel, toujours sur la réserve, toujours très attentif de ce qu'il disait, de comment il présentait, mais quelqu'un qui se penchait vraiment sur ses étudiants. Très consciencieux. Est-ce que quelque chose en lui vous laissait penser qu'il allait devenir président des États-Unis ? Vous savez, sénateur à Washington peut-être, président, non, je ne m'imaginais pas. Vous savez, il a eu une carrière politique tellement rapide, c'est absolument inouï dans l'espace de temps, le petit espace de temps. Quand il est devenu sénateur à Washington, c'était vraiment déjà quelque chose. D'assez incroyable. Oui. Est-ce que son charisme rayonnait? Est-ce que ses collègues le regardaient d'une certaine manière? Est-ce qu'on l'admirait tout simplement? Ou pas? Ou est-ce qu'il était finalement assez... Est-ce qu'il passait relativement inaperçu? Vous savez, j'ai beaucoup de collègues qui ont des grands égos et donc qui sont d'assez grandes personnalités à l'université de Chicago. Donc, je dirais qu'il ne passait pas comme ça, comme quelqu'un de grand, avec des. C'était pas une star. En comparaison. Non, à l'époque, il n'était pas une star. On a 5 prix Nobel en économie, donc on vient d'en recevoir en physique. Donc je veux dire, c'était parmi beaucoup de stars, c'était plutôt le professeur qui venait consciencieux, appliqué, attentif, mais on voyait, on dit aux États-Unis driven, on voyait qu'il était très sérieux et qu'il avait de l'ambition. Merci Bernard Harcourt, consciencieux, assez réservé, c'est ce qu'on retient de votre témoignage. Alors depuis hier, nous l'évoquions déjà, le monde réagit à cette élection. À noter qu'aujourd'hui, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad l'a félicité pour sa victoire. C'est une démarche rare entre les deux pays, alors que les relations diplomatiques, vous le savez, sont rompues depuis près de 30 ans. Barack Obama, il faut le rappeler, a plusieurs fois indiqué qu'il souhaitait discuter avec les ennemis de l'Amérique. Cette approche fait grincer des dents en Israël. Condoleezza Rice était sur place aujourd'hui pour son dernier voyage avant de léguer le dossier. Barack Obama, lui aussi, s'était rendu là-bas. C'était il y a 2 ans et c'est une curiosité. Notre équipe l'avait alors suivi. Regardez ce reportage de Charles Anderlin et Alon Greco. Barack Obama était sénateur depuis 1 an seulement, en janvier 2006. Et c'était son premier séjour en Israël. En Galilée, il a été reçu dans ce petit village arabe chrétien. Visite de l'église de Saint-Élias,
dont le curé raconte l'histoire. Et il ajoute: On attendait Bill Gates, mais ça ne fait rien. Après la prière, le sénateur Obama est allé rencontrer les jeunes du village. C'est de là que je viens, de l'Illinois, c'est là exactement. Oui, Chicago, c'est là où j'habite, bravo, bravo. Et d'organiser la photo de groupe qui aujourd'hui trône dans toutes les maisons. Menu oriental pour le déjeuner. Avi, le maire de la localité juive voisine, félicite Barack Obama. J'attendais un visiteur plus âgé. On me dit que vous avez de l'avenir. Je vous souhaite de devenir le président des États-Unis. Barack Obama a déclaré sa candidature un an plus tard, en janvier 2007. Aujourd'hui, les habitants de Fasuta, c'est le nom de ce petit village, rêvent d'aller visiter leur ami, le président élu des États-Unis. Une image encore côté républicain, cette fois celle de Sarah Palin, de retour chez elle en Alaska. Quelques heures plus tôt, elle avait refusé d'endosser la responsabilité de la défaite de John McCain. Elle l'avait attribuée à la crise économique. Notez qu'Envoyé spécial revient ce soir sur cette élection aux États-Unis. Obama, une histoire américaine, c'est à suivre à partir de 20h50 avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Et puis il faut savoir qu'en même temps que la présidentielle, plusieurs référendums locaux étaient organisés, notamment en Californie, avec un sujet très attendu, le mariage homosexuel. La Californie qui a décidé d'en voter l'interdiction. Jérôme Bermin. Ils étaient sur le point de se dire oui, quand soudain l'administration leur a dit non. On arrête là maintenant. Pourquoi cette discrimination contre nous? Nous vivons ensemble, nous nous aimons comme n'importe quel homme ou femme qui se marie. Au grand désespoir de James et Jack, les électeurs californiens viennent par référendum de modifier la constitution de l'État. Désormais, il y est inscrit que seul un mariage entre un homme et une femme est valable. Dès l'annonce du résultat, ils ont été des centaines à manifester leur colère dans les rues de Los Angeles ou de San Francisco. Je n'aurais jamais imaginé dans ma vie voir une réforme constitutionnelle qui enlève des droits. Que vont devenir les 18 000 mariages homosexuels conclus en Californie depuis mai dernier? Nul ne le sait. Désormais, seule la Cour suprême californienne peut annuler le référendum. Ils n'auront en revanche rien à espérer du nouveau président Barack Obama, opposé au mariage homosexuel, mais pour l'égalité des droits. Il y a beaucoup d'opposition sur la question du mariage entre personnes du même sexe. Mais on peut dire que les homosexuels, nos frères et sœurs, méritent le droit de visiter les personnes qu'ils aiment à l'hôpital et de vivre leur vie sans discrimination. Une position en harmonie avec une partie de son électorat, les communautés noires et latinos très pratiquantes et opposées au mariage gay. Il est 20h17, à suivre la prison après la prison. Rachida Dati a présenté les chambres-cellules qui accueilleront les détenus une fois leur peine accomplie s'ils sont jugés dangereux. L'heure du choix a sonné au Parti Socialiste. Les adhérents votent ce soir pour départager l'émotion. Résultat dans la nuit. Enfin, une taxe confort à Air France. La compagnie fait désormais payer un supplément de 50 € pour les places qui permettent d'allonger les jambes. Mais d'abord, l'actualité judiciaire avec l'affaire de ce petit garçon de 5 ans battu à mort et dont le calvaire avait duré des semaines. Son beau-père, qui avait porté les coups, est condamné à la perpétuité. Sa mère, qui avait laissé faire, n'est pas exonérée. Elle est condamnée, elle, à 30 ans de prison. Sur place, Marianne Masse, Patrick Wurstern. La perpétuité, sans peine de sûreté pour David Dacosta. Les jurés auront d'une certaine façon laissé une chance à celui qui leur disait « Je mérite la mort ». Alors que nous sommes depuis 10 jours dans une émotion énorme, où des jurés faillissent à l'audience, où des jurés tombent à l'audience, où des avocats pleurent, il y a au moins, à un moment donné, un geste d'humanité qui est envoyé par les jurés de la cour d'assises en disant « c'est pas une peine d'élimination totale et globale ». Juste pardon. Ce seront les 2 derniers mots prononcés ce matin par la mère de Marc, qui échappe, elle, à la perpétuité. Condamnée à 30 ans de prison, Isabelle Gosselin aura accueilli le verdict avec la même attitude que pendant son procès, sans réaction. Elle est morte de l'intérieur, elle est détruite, Isabelle. Elle a encore une fois tout perdu. Donc, mais là, elle m'a paru soulagée quand même qu'on entende peut-être ses explications. Et puis il y a les grands-parents de Marc, un oncle et une tante, ceux que l'avocat général notamment avait décrits comme les sourds, les aveugles et les muets, condamnés à 3 ans de prison avec sursis.
Quant aux 2 médecins qui avaient vu Marc sans voir les maltraitances, ils écopent de 3 ans avec sursis et d'une forte amende. Il se pose, en tout cas pour celui qui travaille encore, la question de savoir s'il est encore en capacité de travailler. Quand on lui dit que ce qu'il a fait vaut 4 ans d'emprisonnement, il ne comprend pas. Que restera-t-il de ce procès? On retiendra peut-être l'incursion de la loi pénale dans le cabinet de 2 médecins généralistes condamnés pour n'avoir pas vu, condamnés pour n'avoir pas dit. On retiendra aussi le regard porté par la justice sur un drame du silence. Un silence qui a conduit à la mort du petit Marc, 5 ans. Un silence jugé coupable. Tous ont 10 jours maintenant pour faire appel. La justice encore avec ce qu'on a appelé la prison après la prison. Il s'agit d'éviter la récidive de détenus jugés très dangereux. Une loi très controversée a donc été votée. Elle permet de les maintenir en détention alors même qu'ils ont effectué leur peine. La garde des Sceaux Rachida Dati présentait le dispositif aujourd'hui. Hakim Abdelkalek, Sébastien Lafargue. C'est une cellule d'un nouveau genre. 20 mètres carrés pour accueillir un détenu qui aura déjà purgé sa peine, mais considéré comme dangereux pour la société. Une sorte de prison après la prison où il sera soigné. Les travaux ne sont pas encore finis, mais la ministre de la Justice a inauguré ce centre situé dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Fresnes. 10 cellules, une médiathèque et 3 salles de thérapie collective sont actuellement construites. Rachida Dati a rencontré l'équipe médicale composée d'éducateurs, de psychologues et de psychiatres. Les personnes retenues seront prises en charge 3 à 4 heures par jour. On les force à prendre des médicaments? On les force à suivre une thérapie? On les force à suivre une thérapie. S'ils ne veulent pas, ils restent dans le centre fermé. Voilà. Et, ils peuvent rester comme ça indéfiniment? S'agissant par exemple de pulsions sexuelles, ils peuvent rester indéfiniment, oui. Viendront ici les personnes jugées dangereuses après leur peine et condamnées à 15 ans de prison ou plus pour torture, viol, meurtre ou assassinat. Les détenus condamnés avant la publication de la loi ne sont pas concernés. Dans l'immédiat, seules les personnes jugées dangereuses qui ne respecteraient pas leur surveillance judiciaire, comme le port du bracelet électronique, pourraient intégrer le centre de rétention. Pour la gauche et les syndicats, une personne sera détenue non pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle pourrait faire. Ils dénoncent une sorte de condamnation par anticipation. Politique, c'est l'autre élection de la semaine. Les 230 000 adhérents du Parti Socialiste ont commencé à voter pour départager les 6 motions en présence en vue du congrès de Reims. Image ici de la Fédération marseillaise. Le vote a commencé à 17 h. Il se terminera à 22 h. Bonsoir Jeff Wittenberg, vous êtes en direct de la rue de Solferino à Paris. On connaîtra le résultat cette nuit. Le résultat oui, mais pas forcément le vainqueur. Oui, c'est vrai qu'il est bien fini le temps où François Hollande était réélu un petit peu mécaniquement et sans passion à la tête du PS. Cette fois, ça s'annonce au contraire très serré. On pourra avoir des scores de quasi-égalité entre les 3 prétendants à sa succession. Il y a d'abord Bertrand Delanoë, vous le savez, le maire de Paris, qui était donné favori au départ de cette élection interne et qui a finalement plutôt souffert de ce statut. On verra ce qu'il en est ce soir. Que ce soit Ségolène Royal, bien entendu. Il y a 2 ans, elle avait été plébiscitée par les militants pour être candidate du PS. Qu'en sera-t-il 2 ans après? Ou que ce soit enfin Martine Aubry, la maire de Lille a fait un retour sur la scène nationale en 2008. Ce retour sera-t-il gagnant? Suspense là aussi, mystère, on le saura dans la nuit. Il faut ajouter à cela un 4e candidat qui aurait le vent en poupe, 41 ans. Benoît Hamon, il représente l'aile gauche du PS. Vous avez finalement une photographie très éclatée, assez compliquée du PS d'aujourd'hui, avec probablement des tractations, des négociations en coulisses avant le congrès de Reims. Tout ça dans un climat assez dur, assez détestable. Jean-Marc Ayrault, par exemple, dit craindre des magouilles avant le congrès. Pour vous donner juste un détail sur ce climat de suspicion, sachez qu'il y a 6 motions en lice ce soir et qu'il y a derrière moi, au siège du PS, 6 ordinateurs pour vérifier les résultats. La confiance règne. Merci Jeff. La politique et la justice avec la fameuse histoire de l'affichette « Casse-toi pauvre con » entre guillemets brandie par un homme lors d'un déplacement de Nicolas Sarkozy en août dernier. Le procureur, vous vous en souvenez, avait requis 1 000 € d'amende. Eh bien le tribunal de Laval a eu la main nettement moins lourde, 30 € d'amende avec sursis. En France, le nombre de poursuites pour outrage à personne dépositaire de l'autorité a doublé en 12 ans. On compte 14 000 condamnations chaque année. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Sophie Rodier, Alain Locasio. À 16 ans, Jérémy Ratchel avait une habitude. Discuter avec un ami devant son pavillon. Un soir d'octobre, tout dérape. Je me suis assis ici, exactement ici.
Et puis après, donc, j'étais un peu grippé ce jour-là, donc j'ai craché derrière moi. Et donc c'est à ce moment-là que les agents sont arrivés, ils m'ont dit « Ouais, vous avez pas entendu ce qu'on vous a dit ?» J'ai dit « Bah non, j'ai pas entendu. » Après ils m'ont dit, ils ont commencé à me dire « Oui, est-ce que vous trouvez que c'est beau de cracher ?» Je dis « Bah peut-être pas, mais bon, quand on est malade, on n'a pas trop le choix. » À ce moment-là, donc j'ai commencé à me lever. Et c'est à ce moment-là que là, en me levant, ils ont commencé à me menotter, à commencer à me frapper. Il sera poursuivi pour outrage, placé en garde à vue à plusieurs reprises, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Obligation de voir un psychologue, obligation de pointer au tribunal, je devais interdiction de rencontrer les agents de police alors qu'ils étaient en permanence devant chez moi, donc c'était un peu compliqué. Mais la justice lui a donné raison et n'a pas retenu l'outrage. Ce n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, les tribunaux demandent des preuves. Un sous-préfet accusait cette mère de famille de l'avoir traité de facho. C'était lors d'une manifestation contre la lecture obligatoire de la lettre de Guy Môquet. Elle a nié et elle a gagné. Ça prouve qu'il y a une certaine nervosité de la part des autorités publiques. Nervosité ou pas, les poursuites pour outrage ont presque doublé en 12 ans. 17 000 en 1996, 32 000 en 2007. Ce délit est puni de 7 500 € d'amende et 6 mois de prison. Pour les policiers, c'est le signe d'une société où le respect est rare et les insultes fréquentes. C'est révélateur d'un climat social qui se dégrade, mais aussi de rapports de plus en plus conflictuels entre les forces de l'ordre et une partie de la population, heureusement minoritaire, mais qui semble se radicaliser dans sa violence. Lui a outragé un gendarme, un homme qui n'était pas en tenue, une simple altercation entre automobilistes qui finit au tribunal. Je me suis dit, une personne donc qui est en civil, qui est avec son épouse, avec un enfant, je ne vois pas pourquoi ça irait plus loin. Donc j'ai exposé mon cas le peu que j'ai pu dire au moment de l'audience et j'ai été condamné. 600 € d'amende. Cette fois, le tribunal n'a retenu qu'une chose, le gendarme était au tableau de service, donc dépositaire de l'autorité publique. La crise économique avec une multiplication aujourd'hui de prévisions pessimistes. Le FMI d'abord prévoit une récession dans l'ensemble des pays occidentaux l'an prochain, c'est-à-dire une croissance négative. Ce serait une première depuis 1945. La Banque Centrale Européenne réagit une nouvelle fois. Elle a de nouveau décidé de baisser son principal taux d'intérêt d'1 demi-point à 3,25%. Et puis notez que le gouvernement français lui aussi révise à la baisse la croissance pour l'an prochain. Elle serait proche de 0, entre 0,2 et 0,5% exactement, avec un déficit budgétaire qui dépasserait les 3% du PIB. On écoute la ministre de l'économie et des finances, Christine Lagarde, qui présentait ces chiffres. On n'a jamais vu une crise financière internationale de cette profondeur, de cette ampleur et de cette brutalité. Donc on est obligé d'en tirer des conséquences dans un souci tout simplement de vérité vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis de nos partenaires accessoirement. Et donc c'est une prévision qui est lucide. Je vous rappelle qu'elle est quand même entre 0,2 et 0,5%. Elle est positive, mais elle est lucide. Nos économies traversent une situation de crise internationale financière jamais vue. La crise financière qui continue elle aussi. Notez que Nicolas Sarkozy, selon un groupe de députés qu'il recevait aujourd'hui, a confirmé qu'il excluait toute nationalisation des banques, comme cela a été fait par exemple en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Les bourses, elles, sont reparties à la baisse, moins 6% à Paris aujourd'hui. Actualité sociale en bref, à la SNCF, la grève a été plutôt bien suivie. Environ 43% des conducteurs selon la direction, plus de 55% selon les syndicats ont cessé le travail. Un train sur deux en moyenne a tout de même circulé sur l'ensemble du réseau. Les conducteurs, rappelons-le, protestent contre un assouplissement des conditions de travail dans le transport de marchandises. Le trafic doit revenir à la normale demain matin à 8 h. Image signée Daniel Petit-Cueno. Et toujours à propos de transport, il n'y a pas de petit profit. Air France instaure ce qu'on pourrait appeler une taxe confort. Les places qui permettent d'allonger les jambes sont désormais facturées 50 € de plus pour les passagers sur les vols transatlantiques. Françoise Vallet, Dominique Bonnet. Les voyageurs avisés savaient comment faire. Négocier gentiment avec le personnel au guichet pour être placé devant les issues de secours, là où l'on peut allonger les jambes. C'était gratuit. Désormais, ces places seront mises à la disposition des passagers sur Internet, moyennant un supplément de 50 € par vol. Je trouve qu'on paie déjà énormément, y compris au niveau des taxes. Donc si en plus il faut payer des places privilégiées, pourquoi pas?
Je pense que c'est une bonne chose, ça permettra de réserver plus facilement cette place-là. En classe économique, l'espace entre les sièges a tellement rétréci que les issues de secours sont très convoitées. Suivant les appareils, 6 à 12 places sont réputées plus confortables. Par ces temps de crise économique, les faire payer est donc pour les compagnies un moyen supplémentaire d'équilibrer les comptes. C'est je dirais, une tendance de l'industrie aérienne que de dire à des clients, si vous voulez avoir la garantie d'un certain service ou d'une option, nous vous proposons, sous forme d'option, de le payer. Une pratique venue des compagnies à bas coût. À leur tour, les grandes comme Delta, Continental Airlines font payer ces places depuis plusieurs années. Singapore Airlines le fait depuis début novembre, comme quoi, même au ciel, l'espace est vraiment un luxe. Nous sommes plus heureux à 65 ans qu'à 40. C'est le principal enseignement de la grande enquête annuelle de l'INSEE sur la France. La sagesse de la maturité l'emporterait en quelque sorte sur le bien-être matériel. Explication Nabila Tabouri, Alexis Fischer. Le bonheur, c'est simple comme une après-midi entre copines. Et pour l'apprécier, mieux vaut attendre le nombre des années. Parole de retraité. Je suis parfaitement heureuse. Je peux m'éclater dans mes activités maintenant, manuelles de tout genre. Le bonheur, c'est moi. C'est ce que j'ai dans la tête. Voilà, c'est le bonheur. Logiquement, la courbe du bonheur devrait décliner avec l'âge. Erreur. D'après l'étude, à 20 ans, ça va à peu près. Il y a des incertitudes, mais beaucoup d'espoir. À 47 ans, rien ne va plus. Les enfants sont grands, la situation professionnelle généralement bien installée. Un train-train démoralisant. Renversement spectaculaire à partir de la cinquantaine. Pour les Français, ce serait le début du vrai bonheur. En fin de compte, on s'occupe peut-être un peu plus de nous, on pense un peu plus à nous, quoi. On a plus de temps, donc on prend plus le temps de faire les choses, et puis on n'a pas le stress du travail, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux? Les femmes, essentiellement les femmes. Entre 52 et 70 ans, c'est l'apogée du bonheur, un âge où l'on a beaucoup de temps libre et pas trop de soucis de santé. Et il y a de quoi en profiter, l'espérance de vie des Français n'a jamais été aussi longue. 77 ans et demi pour les hommes, plus de 84 ans pour les femmes. D'après l'étude de l'INSEE, le bonheur n'est pas non plus une question d'argent, c'est une philosophie. Passé 50 ans, on prend du recul et on se dit qu'il est temps d'en profiter et que la vie finalement, c'est pas si mal que ça. Le 6e Vendée Globe s'élancera dimanche des Sables-d'Olonne, un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, sans assistance, course mythique. Alors comment vit-on pendant 2 mois sur l'eau, parfois glaciale, dans un même petit espace? Visite guidée de l'un de ces bateaux avec le skipper Sébastien Josse. Anne Guillet et Alain Darigan. C'est parti, un grand arrière déjà. Dernier entraînement pour Sébastien Josse avec son équipe. Pousser le monocoque à son maximum, trouver les meilleurs réglages. Jamais les bateaux n'ont été aussi rapides. Choque encore un peu, Yvon. Du sur-mesure pour naviguer en solitaire. L'ergonomie sur ce bateau-là a vraiment été faite pour moi. La casquette, elle fait 1m80, moi je fais 1m71. Comme ça, si le bateau est gîte, je peux passer dessous, je peux regarder. Dimanche, 30 skippers prendront le départ du Vendée Globe, tour du monde sans escale, dans les redoutables mers du Sud. C'est là qu'en 2005, la course avait failli s'arrêter pour Sébastien Josse, victime d'une collision avec un iceberg. Le danger est permanent. On rencontre des vagues d'une 10-15 mètres de haut, des vents très très forts. On rencontre pendant un mois, on est dans les tempêtes. Donc c'est sûr, c'est des endroits où il faut faire attention. Et la moindre petite erreur peut être fatale. Seul abri pour le skipper, la cabine, équipée du strict minimum pour alléger le bateau. Ma cuisine, ça se résume à une casserole, un but à gaz et puis un petit robinet d'eau. Ensuite, ici, on a la table à cartes sur laquelle il y a tout l'informatique, l'ordinateur qui me permet de choisir la meilleure route ainsi que mon lit. Une vie spartiate, dans le froid et la solitude, avec les petits trucs pour soigner le vague à l'âme. Ça peut être se faire un bon plat, ça peut être sortir un petit carré de chocolat. Des tout petits détails peuvent vous remonter le moral à des moments où c'est pas forcément le plus facile. Pour cette édition, les compétiteurs caressent le rêve, longtemps inaccessible, d'un tour du monde en 80 jours, 7 jours de moins que le précédent record.
Deux autres images de sport sur la terre ferme, c'est du football. Cet après-midi en Coupe de l'UEFA, Nancy se déplaçait chez les Polonais de Poznan. Les Nancéiens en rouge qui ont fait un match nul de but partout. But de Malonga et de Zerka en fin de rencontre pour les Français. Hier en Ligue des Champions, c'est l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé à domicile face au Steaua Bucarest 2-0. But signé Juninho et Réveillère. Lyon qui reste invaincu prend ainsi la tête de son groupe et conserve bien sûr toutes ses chances de qualification pour la suite de la compétition. Voici le deuxième but. Du cinéma avec la sortie cette semaine sur les écrans du film La très très grande entreprise. Signe particulier, le réalisateur Pierre Jolivet avait signé il y a quelques années un film qui s'appelait Ma petite entreprise. Cette fois, il a choisi de s'intéresser aux multinationales et aux conséquences de la mondialisation. Pascal Deschamps, Régis Maté. La société Nateris est condamnée à verser la somme de 12 000 euros. 12 000 euros, c'est rien. Vous savez combien ils ont gagné l'année dernière, Nateris ? 3 milliards d'euros, après amortissement. Ça commence presque comme un reportage d'actualité. Une centaine de petits artisans ruinés par une pollution industrielle, indemnisés avec des cacahuètes. Mais on est au cinéma. Et voilà 3 victimes, véritables pieds nickelés à l'assaut de l'entreprise. À votre avis, ils sont combien à bosser là-dedans ? En tout cas, ils sont très très nombreux. Leur mission, s'infiltrer dans la boîte pour trouver des dossiers compromettants. Franchement, un vigile, accompagné d'un cuistot, avec une femme de ménage, moi je suis Nateris, je flippe grave. Tu proposes quoi ? Bah, je sais pas, je pensais à des ordinateurs, des hélicoptères. C'est con. J'avais un hélicoptère, j'ai complètement oublié de le prendre. C'est un Ocean's 11 citoyen, si vous voulez. Parce que je pense que plus le sujet est grave, et le sujet est grave et d'importance, cette crise mondiale, plus ça nous a donné envie d'en rire, ça nous a donné envie de trouver des clés de jubilation et de spectacle. Moteur ! Une clé USB qu'elle branche dès qu'elle arrive. Et à mon avis, ce qui est important, c'est là-dedans. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez rien à faire dans mon bureau, allez tout le monde dehors. Madame, s'il vous plaît, on se dépêche, pop, pop, pop. Je m'en foutrais, moi, des pop, pop, pop. Un Ocean's 11 citoyen, dit Jolivet, ça aurait pu être aussi un Mission Impossible engagé. Action ! Coupé. Ou comment une sympathique bande d'espions improvisés arrive à faire plier un colosse au pied d'argile. Donc on commence à former une équipe avec des titulaires, des remplaçants mais solidaires, un entraîneur. Les domaines les plus sécurisés aujourd'hui ont des failles qui sont les plus simples du monde. On peut le voir aujourd'hui à travers la crise qu'on traverse, que ce soit l'affaire Kerviel ou autre. On s'aperçoit que finalement, pour infiltrer ce genre d'entreprise, la méthode est très simple. Il faudrait arriver à la séparer de son sac 2 minutes. Et si tu couches avec elle ? Ah, c'est pas con ça. C'est très très con. Bref, si ça commençait comme un reportage d'actualité, le film prend un tour nettement plus... J'ai beaucoup aimé la petite fessée. Osé. Du Jolivet comme on l'aime, une manière d'aborder avec humour des sujets de société tristes à pleurer. En bref, un nouvel immortel, le philosophe Jean-Luc Marion, spécialiste de Descartes, fait son entrée à l'Académie française. Il a été élu au fauteuil du cardinal Jean-Marie Lustiger. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle deux des principaux titres. Le verdict à Douai après la mort du petit Marc, son beau-père qui l'avait martyrisé et condamné à la perpétuité, sa mère qui avait laissé faire à 30 ans de prison. Et puis les premières heures du futur président Barack Obama, il a commencé à former son équipe et à recevoir les rapports de la CIA. Il donnera demain sa première conférence de presse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. Point route, Valérie Maurice, 20h50. Envoyé spécial donc avec Guylaine Chenu et François Joly qui reviennent notamment sur cette élection de Barack Obama. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.